Invité le président Keïta à prendre part à son investiture prévue pour le 23 juin. À son arrivée à l'aéroport international de Bamako-Sénou, il a été accueilli par le Premier ministre Moussa Mara, compte rendu Bourama Traoré. 20h pile, l'avion présidentiel s'immobilise sous le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Au bas de la passerelle, le Premier ministre Moussa Mara pour souhaiter la bienvenue à l'hôte du Mali. Après le cérémonial d'accueil, la délégation présidentielle s'ébranle vers la ville, direction la résidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Sébenikoro. Ici, l'accueil est chaleureux et enthousiaste. Ensuite, les deux chefs d'État ont eu un entretien d'une quarantaine de minutes, à l'issue duquel le président José Mario Vaz a précisé l'objet de sa visite au Mali. Je suis au Mali pour rendre visite de courtoisie au président Keïta pour l'élection en Guinée-Bissau, qui était bien passée grâce à l'appui du président Keïta avec les collègues de la CEDEAO. Nous sommes là aussi pour l'inviter à participer dans la cérémonie à Bissau le 23 de juin. L'informer la situation de Guinée-Bissau, surtout au niveau comment l'élection a été déroulée dans un climat de la paix et de la stabilité. Le nouveau président bissau-guinéen sera donc investi le 23 juin prochain. Il a été élu au mois de mai à la faveur d'une élection présidentielle jugée transparente et crédible, signe que la démocratie est de retour en Guinée-Bissau, de quoi réjouir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis très heureux et je pense que l'élection avec le pourcentage que mon frère a fait, 62%. Chapeau. Ce pays a besoin de stabilité, comme tous nos pays. Et je crois qu'avec mon frère Vaz, la Guinée-Bissau va enfin connaître la stabilité, la paix et le développement. Et c'est de cela et de bien d'autres choses que mon frère va parler. Mais je sais gré d'être venu jusqu'ici pour m'inviter à son investiture et nous rendre hommage comme à tous les autres collègues de la CEDEAO de l'UEMOA. C'est un geste qui nous est très sensible. Celui qui vient d'être élu à la tête de la Guinée-Bissau est un économiste de formation. José Mario Vaz a été ministre des Finances et maire de Bissau. Il est âgé de 57 ans. Voilà, il faut ajouter que le président élu de la Guinée-Bissau a quitté Bamako aujourd'hui. Il a été donc salué à son départ par le Premier ministre Moussa Mara et plusieurs membres du gouvernement. Voilà, nous le voyons sur ces images, le nouveau président élu de la Guinée-Bissau qui a quitté notre capitale aujourd'hui. Il est salué par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Je rappelle qu'il rendait ainsi une visite de courtoisie au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a également invité le président Keïta à prendre part à son investiture prévue pour le 23 juin, donc dans quelques jours. Je vous le disais en titre, hommage aux militaires tchadiens morts à Aguelhok mercredi dernier suite à un attentat suicide et aux deux casques bleus de nationalité cambodgienne décédés à Kidal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est incliné devant leur dépouille, Moussa Fane. Les corps de 4 soldats tchadiens de l'aménagement morts lors de l'attentat meurtrier qui avait visé les camps militaires d'Aguelhok et ceux des deux casques bleus de nationalité cambodgienne décédés à Kidal sont arrivés hier jeudi à Bamako. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est incliné cet après-midi devant les dépouilles. Ces morts méritaient que nous venions nous incliner sur eux. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je m'acquitte de ce devoir-là au nom du peuple malien. Et nous ferons accompagner ces corps par le ministre de la Défense et des Forces armées jusqu'au Tchad, Inch'Allah. Nous le devons à ce pays, nous le devons à l'aménagement que je salue encore une fois pour tout ce qu'elle fait pour le Mali. Il est temps, il est bon qu'on s'en rende compte. Ces hommes payent de leur vie. Pour les chefs de l'État, ces militaires des pays amis sont morts pour la cause de la paix. Ces hommes sont venus d'ailleurs, mais d'un ailleurs très proche. Quelle que soit la distance entre le Mali et le Cambodge, dans les valeurs nous rejoignons, sont nos frères en humanité. Et ils l'ont prouvé en donnant leur vie pour le Mali. Les frères du Tchad
nous n'en sommes plus à compter le nombre de vaillants fils du Tchad morts ici au Mali, pour la liberté du peuple malien, pour le salut du Mali, pour la paix au Mali et la paix dans le monde. Selon les responsables de l'aménagement, des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de la mort de 2 soldats cambodgiens dont les corps seront également rapatriés. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ces images, surtout au début de cet élément. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, adressé à Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Message ainsi libellé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il me plaît d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple russe, au nom du peuple malien et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également saisir cette agréable circonstance pour vous féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous renouveler ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur raffermissement. Je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple russe. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République. Le gouvernement malien est disposé à échanger avec les groupes armés sur des éléments qui constituent des difficultés au processus de négociation. Cette déclaration a été faite hier par le Premier ministre Moussa Mara. C'était lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Mamari Koné. Aujourd'hui, l'une des difficultés de ce processus, c'est d'amener les groupes armés à s'inscrire dans un cadre de plateforme cohérente pour qu'ils puissent échanger et dialoguer avec le gouvernement. Vous avez sans doute suivi l'action de l'Algérie la semaine dernière qui a amené les groupes armés à s'inscrire dans une démarche de paix et dans une démarche de dialogue et aussi dans une démarche de plateforme. D'autre part, au niveau du haut représentant du chef de l'État au dialogue inclusif, il y a une feuille de route qui est en train d'être préparée, qui va être sans doute partagée avec les médiateurs de la CEDEAO. Et si cette feuille de route est acceptée par les deux partis, le parti gouvernemental et la partie des groupes armés, on pourra entrer de plein pied dans le processus de dialogue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du côté du gouvernement, nous sommes prêts, nous sommes ouverts et nous sommes tout à fait disposés à échanger sur les éléments qui constituent aujourd'hui des difficultés, notamment le lieu du processus de dialogue. Le Mali, l'État malien souhaiterait que le dialogue ait lieu sur le territoire national. Les groupes armés souhaiteraient que ce dialogue ait lieu dans un pays étranger, dans un pays dit neutre. Nous allons aussi échanger sur ces éléments pour avancer et ne pas simplement se cantonner à des postures. Cela veut dire que le processus est lancé. Je pense que dans les semaines à venir, on pourra avancer de manière significative. Mais déjà, ce qui est fait depuis 2 semaines est quelque chose qui peut être considéré comme remarquable. Voilà, les députés ont adopté hier en plénière 7 projets de loi. Les 10 textes concernent les ministères de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, du développement rural, de l'économie, des finances et du sport. Isaac Thienou a suivi le déroulement des travaux. Voici son compte rendu. Le premier projet adopté est celui portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des déchets plastiques non biodégradables en République du Mali. Le projet en question avait été adopté en 2012 et devait prendre effet le 1er janvier 2014. Mais sa mise en œuvre a connu des difficultés corrigées dans le présent projet. Le deuxième projet adopté concerne le financement du projet de gestion des ressources en eau et de développement des usages à but multiple du bassin du fleuve Sénégal, qui a été aussi soumis aux députés. Pour le compte du ministère du Développement rural, 3 projets de ratification d'ordonnances relatifs à des prêts entre le Mali et la Banque islamique de développement pour le financement de la lutte contre l'insécurité alimentaire ont été aussi examinés. Le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant loi des finances 2014 était également à l'ordre du jour. Les discussions auront été résolues entre majorité présidentielle et opposition. Pour question de principe ou de forme de part et d'autre, l'opposition se dit ne pas être dans ses droits et a décidé de quitter la salle. Le projet de texte créant le palais des sports a été aussi examiné.
La loi visant à ratifier l'ordonnance sur le statut des notaires a été renvoyée à la prochaine plénière pour complément d'information. Tous les projets de loi soumis ont été adoptés en présence ou en absence de l'opposition. Nous restons à l'Assemblée nationale où le secrétaire général de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique a été reçu cet après-midi par le président de l'institution. Cette visite entre dans le cadre de la tenue en 2015 de la 10e conférence de l'UPCI dans notre pays pour une stricte application des dispositions administratives et techniques de la prochaine rencontre. Le président de l'Assemblée nationale a au cours de cette cérémonie signé un mémorandum. Gary Bouperou nous en parle. Une signature, une autre, des applaudissements, une première dans l'histoire parlementaire de notre pays. La 10e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique se tiendra au Mali en 2015. Cette cérémonie traduit l'estime du monde musulman pour la République du Mali. Je voudrais ici donc solennellement vous réaffirmer notre engagement et notre totale disponibilité à œuvrer à la bonne organisation et au succès de la prochaine conférence de l'UPCI à Bamako, afin de démontrer aux yeux du monde entier que l'islam est la religion de la tolérance, de la paix, de la fraternité et de la solidarité. Religion de paix, de tolérance, ce sont des valeurs que le Mali a toujours préservées. Nous savons que le Mali a une ancienneté historique très forte. Et donc, avec l'aide de Dieu, on va montrer à tout le monde, au monde entier, la fraternité et la tolérance islamique. 53 pays sont aujourd'hui membres de cette organisation. Près de 400 invités sont attendus au Mali en 2015. Pour la circonstance, la délégation a eu l'opportunité d'apprécier les plateaux hôteliers et le centre de conférence de Bamako qui vont abriter les travaux de la 10e conférence de l'organisation de la conférence islamique. Activité parlementaire encore, la commission des finances de l'Assemblée nationale du Mali, conduite par le 4e vice-président Amma Soukouna, a effectué du 2 au 8 juin à Paris une mission d'étude auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Les échanges au niveau de ces deux instances ont porté sur la situation au Mali. Pour plus de précisions, écoutons Amada Soukouna au micro de Fatim Diallo. Cette mission a deux objectifs. Le premier objectif, c'est le renforcement des capacités des membres de la commission des finances. Donc les membres de cette commission, c'est les nouveaux. Il y a besoin de les former quant à la gestion, les modalités de votation du budget, les règles administratives et financières. La situation dans laquelle se trouve notre pays, nous ne pouvons pas venir ici sans évoquer la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Nous avons expliqué quelle était la position de l'Assemblée nationale aujourd'hui, réaffirmer notre soutien au président de la République, au gouvernement. Il était important aussi de réaffirmer aux autorités françaises que le peuple malien n'est pas ingrat. Nous ne pouvons pas oublier ce que la France a fait pour nous, parce que quand il s'agissait de l'existence même de notre pays en tant qu'État, en tant que nation, seule la France agit. Et c'est ce qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Le ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population a pris donc part du 2 au 6 juin au Niger à la réunion des ministres en charge du développement des pays du G5 du Sahel. L'objectif principal de cette rencontre était de définir un cadre opérationnel de mise en œuvre et de coordination des initiatives internationales en faveur du Sahel. En marge de cette rencontre, le ministre Diawara a été reçu par le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Voilà. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu ce matin en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, le Mali et le Niger. Au cours de cette audience de prise de contact, il a été notamment question de coopération entre les deux institutions. Nous écoutons Paul Numba, il est au micro de Mahamadou Doumbia. Je suis le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale qui couvre le Mali, le Tchad et le Niger. Et je suis à peu près, n'est-ce pas, au 6e mois de mon séjour à Bamako. Je suis venu le rencontrer pour pouvoir en fait échanger avec lui et puis recevoir un peu de lui un certain nombre de conseils qui me seront utiles dans la charge qui est la mienne.
notamment le rôle important de son institution au Mali et le rôle que cette institution joue et devrait jouer davantage avec nous dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations ou de projets que finance la Banque mondiale au Mali. Est-ce que vous avez déjà des initiatives à l'endroit de vos conseils de collectivité? Nous avons des programmes qui appuient, n'est-ce pas, un certain nombre de collectivités territoriales, notamment un projet qui s'appelle PACOM, qui est bien connu de la communauté bamakoise, et qui vraiment appuie, je pense, un grand nombre de collectivités territoriales qui ont été identifiées et qui marchent bien. Nous allons faire davantage, notamment dans la partie nord du pays. Nous avons approuvé il y a à peu près un an, même 6 mois, c'est en décembre dernier que nous avons fait, un projet de 50 milliards de francs CFA pour la relance et la reconstruction du Nord. Notre objectif en tant qu'institution de développement, c'est vraiment éradiquer la pauvreté et surtout l'extrême pauvreté. Je vous le disais en titre, la mise en œuvre du projet de barrage de Fomi se concrétise petit à petit. Le comité interministériel Guinée-Mali était réuni à Bamako. Les experts ont élaboré le règlement intérieur de ce projet ambitieux qui a été donc par la suite adopté par les ministres maliens et guinéens en charge de l'eau et de l'hydraulique. Le secrétaire permanent de ce projet sera basé en Guinée. Compte rendu, Mohamed Diarra. Les experts maliens et guinéens matérialisent un engagement pris par les deux chefs d'État en mars dernier lors de la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée. Les parties maliennes et guinéennes avaient signé un protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du projet du barrage de Fomi. 3 mois après, les experts des deux pays accélèrent le montage des dossiers. La première session du comité interministériel Guinée-Mali a permis l'adoption du règlement intérieur et la validation des thèmes de référence. La construction du barrage de Fomi contribuera à réguler le régime du fleuve Niger, à atténuer la dégradation de l'environnement. Il contribuera également à répondre aux besoins d'irrigation à long terme tout au long du fleuve Niger, ainsi qu'aux demandes de divers usages jugés essentiels. Le comité interministériel souhaite que le secrétariat permanent du projet de barrage de Fomi soit en Guinée et que les États concernés se chargent de son fonctionnement. Côté guinéen, on fonde beaucoup d'espoir sur la réalisation de ce barrage à but multiple. La réalisation du barrage de Fomi va aider à régulariser le cours du fleuve Niger et il va changer le débit du fleuve Niger. Il va améliorer considérablement les conditions dans lesquelles des barrages comme celui de Taoussa, comme celui de Kandaji peuvent s'effectuer. Les intervenants saluent l'engagement des partenaires techniques et financiers dont le soutien permettra la réalisation des études du barrage. Le comité interministériel a promis de se retrouver très prochainement pour poser d'autres jalons de cet ambitieux projet. Santé à présent, la campagne de lutte contre la poliomyélite est lancée. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à l'Assako de Yirimadio. Soutenue par le Rotary International, les agences sanitaires vont faire le porte-à-porte pour une large couverture des enfants de 0 à 59 mois. Ces journées de vaccination contre la polio sont couplées à l'administration de la vitamine A. Compte rendu, Adama Koulibaly. L'Assako de Yirimadio, appuyé par ses partenaires, se bat pour finir définitivement avec la polio en commune 6 du district de Bamako. À la lutte contre la poliomyélite s'ajoute celle de l'intégration de l'administration de la vitamine A et de l'adbentazole contre la malnutrition aiguë des enfants de 0 à 59 mois. Chaque année, l'Assako investit environ 1 200 000 francs CFA dans les différentes campagnes de vaccination pour faciliter le travail des différents acteurs. Le Rotary International, une association de volontaires pour l'humanitaire, est au centre de ces journées de vaccination. Qu'est-ce que le Rotary finance dans la polio? Le Rotary finance les salaires de tous les conseillers techniques. Le Rotary finance le soutien opérationnel. Les spécialistes savent ce que ça veut dire. Le Rotary finance la surveillance. Le Rotary finance la mobilisation sociale. C'était le lieu pour le responsable de l'administration du district de rassurer sur la situation de cette maladie qui rend invalide les enfants. Le Mali n'a pas enregistré de cas de poliomyélite depuis 3 ans maintenant, le dernier cas remontant au 23 juin 2011. Ce résultat très satisfaisant est le fruit d'une bonne collaboration de toutes les structures engagées
dans la lutte contre la poliomyélite. La campagne de vaccination va durer 4 jours. Il est donc demandé aux parents d'enfants de faire tout pour ne pas rater l'occasion de faire vacciner leurs enfants de 0 à 59 mois. Santé toujours, demain 14 juin, le monde célèbre la journée internationale du donneur de sang. Dans ce message que vous allez suivre, le représentant de l'OMS au Mali insiste sur l'importance du don de sang, un geste qui sauve des vies. Nous l'écoutons au micro d'Adama Koulibaly. Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. Le thème retenu pour cette année est « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Il vise à sensibiliser le grand public au besoin de disposer de sang et de produits sanguins sécurisés pour tous, principalement pour les femmes victimes d'hémorragies graves pendant ou après l'accouchement, et à remercier les donneurs de sang volontaires non rémunérés de leurs gestes qui contribuent à sauver des vies. Le choix de ce thème est particulièrement important pour l'Afrique, où une femme sur 38 meurt de complications de la grossesse, contre une femme sur 3700 dans d'autres parties du monde. De nombreux patients, en particulier les femmes et les enfants, meurent faute de sang. La transfusion sanguine a par conséquent un rôle crucial à jouer dans la prestation des services de santé. En 2012, plus de 3 700 000 poches de sang ont été collectées à travers les donneurs dans la région africaine. Ceci montre qu'en dépit de l'augmentation des dons de sang, le nombre de poches de sang collectées reste insuffisant. Au moment où nous célébrons la journée mondiale du donneur de sang, nous encourageons les pays qui ont réalisé des progrès en ce qui concerne le don de sang volontaire et non rémunéré à maintenir et consolider cette activité. Pour être tout à fait complet, sachez que la journée sera célébrée demain au CICB sous la présidence de l'épouse du chef de l'État Keïta Aminata Maïga. Nous parlons à présent sport, football, Coupe du Monde. L'on joue aujourd'hui la deuxième journée. Cet après-midi, le Cameroun a été battu 1-0 par le Mexique dans le groupe A. Dans le groupe, l'Espagne, championne du monde, est tombée 5-1 devant les Pays-Bas. Tout à l'heure, à 22h, il y aura le deuxième match du groupe B entre le Chili et l'Australie à suivre en direct sur la télévision nationale. Et puis, le remarque de la finale 2010 de la Coupe du Monde de football a tourné en avantage des Pays-Bas. Les Néerlandais ont corrigé l'Espagnol 5-1. L'autre concerne le groupe B qui opposera à 22h. Je vous l'ai dit, toujours tout de suite à suivre le match. Donc Cameroun, donc le Cameroun a été battu par le score de 1-0. Il faut aussi rappeler que le président de la République est allé se recueillir sur la dépouille des soldats tués donc à Aguelhok. Vous avez remarqué que les images des corps étaient floutées. C'est sciemment fait pour ne pas heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Page noire de ce journal, le chef des griots du district de Bamako, Ousmane Soumano, s'est éteint hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 87 ans. Il a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Amdalaï. Notre reporter Maurice Soumano reviendra sur cette cérémonie funèbre donc dans l'émission culturelle Les Terroirs, alors que Dieu l'accueille dans son paradis. Voilà les images donc funèbres cet après-midi. Cérémonie donc à retrouver dans l'émission Terroir avec Maurice Soumano. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est la fin de cette édition compte tenu des matchs du mondial. C'est un journal à format réduit. Demain, 13h, retrouvez Mohamed Touré. Je vous retrouve pour la grande édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.